Avant de débuter cet épisode, je voudrais remercier la parabadiste française Milena Sureau, l'entreprise Turbomed au Canada et Glencoe de Bowerfind à Singapour. Milena est athlète paralympique et championne d'Europe de badminton. Elle anime le podcast Journal d'une parabadiste. Grâce à elle, je marche aujourd'hui avec une orthèse fabriquée par Turbomed. La bien nommée Extern Summit me conduit sur de nouveaux sentiers et me permet, après quelques mois difficiles, de reprendre le chemin de marcher entre les lignes. C'est parti! Je suis une loutre de la famille Zouk, du nom de cette boîte de nuit sur le bord de la rivière Singapour. Pendant la pandémie, j'ai arpenté l'île avec ma famille de Little India au Tan Tock Seng Hospital en me nourrissant des poissons élevés dans les bassins et les fontaines. Je suis un tilapia. On m'a importé avec d'autres poissons il y a près d'un siècle. De crue en crue, j'ai retrouvé la vie sauvage. Aujourd'hui, il n'y a pas plus singapourien que moi. Parle pour toi, moi je suis un moustique. Je suis endémique et pourtant je suis considérée ici comme de la vermine. Cela fait des années qu'on me livre une guerre sans merci. Et moi alors, macaque à longue queue chassée des jardins botaniques. Maintenant on se plaint de me voir fourrager dans les maisons et les condos en bord de forêt. Mais de vous ou de moi, cher humain, qui est l'intrus ? Je m'appelle Inuka. Je suis un ours polaire. Je suis né et mort aux eaux de Singapour. Je suis peut-être incongrue ici, n'empêche que moi. Je suis une icône nationale. Je lis Singaporean Creatures, édité en 2024 sous la direction de Timothy Barnard aux presses de la National University of Singapore. Je suis Julie Moulin, vous écoutez Marcher entre les lignes. Une fois n'est pas coutume, je vous conduis entre les lignes d'un ouvrage universitaire. La couverture de Singaporean Creatures me faisait de l'œil depuis des mois. On y voit un homme en train de porter sous le bras un crocodile. On dit souvent de Singapour que c'est un zoo à ciel ouvert. On y croise en effet des singes, des loutres, des coqs et des poules sauvages, des petits sangliers, des varans et donc des crocodiles. Il faut monter tout au nord de l'île dans la mangrove de Sangebulo pour en voir. Nous y emmenons presque toujours les personnes qui viennent nous rendre visite. Cela est si exotique, n'est-ce pas, de voir des crocodiles en liberté. Je peux pour ma part aller en fauteuil roulant jusqu'au pont. Ensuite, le bitume est trop abîmé. J'attends mes compagnons près d'un point d'eau en compagnie de chauves-souris, de libellules rouges et de varans malais. Je me plonge dans Singaporean Creatures, Histories of Humans and Other Animals in the Garden City. Des créatures singapouriennes, histoire des hommes et autres animaux dans la ville-jardin. Il n'y a pas un seul chapitre qui ne me fasse penser à l'un ou l'autre des ouvrages de Singlit que je vous ai présentés. Singaporean Creatures n'est pas de la littérature singapourienne à proprement parler, mais toute la Singlit y fait écho, tant la domestication de la nature va de pair avec l'écriture de cette ville-pays. Cet épisode pourrait tout aussi bien être une mise en abîme. L'ouvrage comprend 8 chapitres consacrés chacun à un animal différent et à la manière dont ces créatures reflètent un aspect de la société singapourienne. Les articles sont écrits par des universitaires, le plus souvent des chercheurs issus des sciences humaines. Timothy Barnard est lui-même historien, spécialiste de l'histoire culturelle et environnementale des sociétés sud-asiatiques. Il est professeur associé à l'Université de Singapour et affilié au prix du Lee Kong Chian Natural History Museum, le muséum d'histoire naturelle de Singapour. Commençons par le chapitre qu'il consacre aux singes, intitulé « Too Much Monkey Business », que l'on pourrait traduire en français par « Trop de singes, tue les singes ». Ce qui évidemment me fait penser à l'éco-thriller dystopique de John Grisham, Gus, The Life and Opinions of the Last Raffles Bandit Langer et le renversement de Singapour par une armée de singes. Je me suis toujours demandé pourquoi l'on rencontrait des macaques dans toutes les forêts de l'île, sauf au jardin botanique. La réponse est sous la plume de Tim Barnard. D'abord considérés sous l'Empire britannique comme des créatures coloniales, les singes sont progressivement devenus une nuisance. Du temps de la colonisation, les macaques peuplaient les jardins que l'on venait visiter principalement dans le but de les voir.
2 familles y avaient élu domicile après que les Britanniques eurent déforesté à la fin du XIXe siècle près de 90% de l'île. Puis d'autres singes s'y sont installés au fur et à mesure que des propriétaires relâchaient ceux qu'ils avaient achetés et apprivoisés. Quand après la Seconde Guerre mondiale, les interactions entre les hommes et les singes sont devenues trop conflictuelles, on a tout simplement massacré les macaques. Cette pratique d'élimination pure et simple des singes s'est poursuivie après l'indépendance, alors que Singapour redéfinissait les relations sociales entre les habitants de l'île, animaux compris. Beyond the restructuring of the human-animal relationship, the emptying of the Singapore Botanic Gardens was also related to the reconfiguration of territory in a modernizing nation-state. Prior to 1971, the Singapore Botanic Gardens had been a borderland, an ambivalent liminal space that was neither fully domesticated nor wild, belonging neither wholly to humans nor animals. Au-delà de la réorganisation des relations entre humains et animaux, le fait de vider les jardins botaniques de Singapour de leurs singes correspondait à une reconfiguration du territoire dans un État-nation en voie de modernisation. Avant 1971, les jardins botaniques de Singapour étaient une sorte de frontière, un espace ambivalent et liminaire qui n'était ni totalement domestiqué ni sauvage, n'appartenant ni vraiment aux animaux ni vraiment aux humains. Dans de tels espaces, les domaines de domination des uns et des autres étaient flous. La transgression croissante des macaques dans les années 60 constitue une violation du comportement toléré dans un espace commun. Les jardins botaniques de Singapour ne sont plus un espace entre deux. Ils deviennent un espace réservé aux humains, symbolique d'une île se transformant en ville-jardin. Dans The Inventors, c'est Daryl Lee qui méditait sur la nature liminaire des jardins, entre nature vierge et nature façonnée par l'homme. Tim Barnard lui répondrait toutefois que depuis 1971, les jardins sont tout, sauf de la nature sauvage. En février 1971, une vingtaine de soldats traquent et tuent les macaques des jardins. Les survivants s'enfuient vers le centre de l'île où se trouvent les réserves naturelles reconstituées de la Central Catchment Area et les réservoirs d'eau comme celui du Makrichi. Aux hommes, la ville-jardin, aux animaux sauvages, les réserves naturelles. En réalité, la frontière n'est pas si nette. Les constructions de routes et de logements empiètent aujourd'hui sur les réserves naturelles et l'habitat des singes. Cela provoque de nouvelles rencontres conflictuelles. De leur côté, les humains continuent de nourrir les singes malgré les avertissements et les amendes. Désirables ou indésirables, les créatures de Singapour façonnent et reflètent la société. Parmi les indésirables, il y a les insectes, les cafards, les mouches et les fourmis, mais surtout les moustiques. Tim Barnard signe un 2e chapitre intitulé « Moustiques, politique de santé publique et construction d'une société moderne ». L'histoire des efforts entrepris pour contrôler la prolifération des moustiques, nous dit-il, éclaire l'histoire humaine et notamment la construction d'une société moderne et le développement d'une politique de santé publique à Singapour. Vous y apprendrez tout ce que vous voulez savoir sur la lutte contre le palu et la dengue et comment Singapour, au lendemain de l'indépendance, a réutilisé les outils légués par les colons britanniques. Travaux de drainage de grande ampleur, politique active de surveillance et de coercition, campagne de sensibilisation à grande échelle. Aujourd'hui encore, on reçoit la visite d'officiels auxquels il faut laisser libre accès à son logement pour qu'ils puissent contrôler tous les sites de prolifération possible de moustiques, dont l'eau croupie dans les réceptacles des brosses de WC. Comme l'écrit Nicole Tarulevich dans son article intitulé « Un inconvénient de la vie sous les tropiques à propos des insectes », Insects help us to think about attempts at the control of space, the built environment and nature to create a sanitary Singapore. Insects also help us think about power in Singapore and how attempts to live with them or eliminate them have become part of the natural landscape as the authorities attempt to address a major drawback of tropical living. Les insectes nous aident à comprendre les stratégies de contrôle de l'espace ainsi que l'aménagement de l'environnement et de la nature pour créer une ville salubre. Les insectes nous aident aussi à penser l'exercice du pouvoir à Singapour. Comment les différentes approches pour vivre avec certains insectes et en éliminer d'autres sont devenues un élément du paysage naturel alors que les autorités essaient de répondre à un inconvénient majeur de la vie tropicale. Quand on pense aménagement du territoire, amélioration des conditions de vie et construction de HDB,
comment ne pas se souvenir du roman de Rachel Hank, The Great Reclamation. Assécher les marécages fait partie dès l'époque coloniale d'une stratégie de lutte contre les maladies véhiculées par les moustiques. Comme on le sait, la construction d'habitats modernes et salubres va entraîner une modification majeure du paysage et de la société. Les écrivains singapouriens n'ont de cesse d'écrire sur ces changements profonds. Au fil des chapitres, on comprend que la relation entre humains et animaux est une puissante métaphore de la société singapourienne. Prenons l'exemple des oiseaux. Faiza Zakaria signe un chapitre intitulé « Songbirds in a Garden City » sur l'histoire et la place des oiseaux chanteurs dans la ville-jardin. Les compétitions de chant d'oiseaux ont longtemps été encouragées par les autorités qui y voyaient le moyen de rassembler des gens d'ethnies et de classes sociales différentes. En plus, les oiseaux en cage importaient dans les HDB un peu de la vie et des sons des villages d'autrefois. Dans les Malay Sketches d'Alfian Saad, il y a d'ailleurs une nouvelle qui s'intitule « Radio Village » à propos de ces oiseaux chanteurs. Depuis la fin des années 90, ce passe-temps périclite et est associé à une génération qui vieillit. On s'intéresse davantage à la photographie d'oiseaux en liberté et dans une moindre mesure à la protection de lieux sauvages, comme la réserve ornithologique de Sungai Buloh, créée en 1991 après un bras de fer avec les autorités. La conservation des lieux et des espèces sauvages n'est pas vraiment compatible avec l'idée de ville-jardin, rappelle Faiza Zakaria. Si la plupart des Bird Corners, les coins de réunion à oiseaux chanteurs, ont disparu, il existe cependant encore un lieu à Singapour pour voir ces volatiles en cage. Le Singapore Bird Club à Kebun Baru, où se réunissent des passionnés de chants d'oiseaux. Sur une grande pelouse sont érigés d'immenses poteaux sur lesquels on suspend des cages contenant des colombes zébrées, une espèce endémique que l'on trouve aussi en liberté dans les parcs et les condos. Décorés des cages ouvragées et des tissus chatoyants qui les recouvrent lors du transport des volatiles, on leur trouve, il est vrai, un côté esthétique. Ailleurs, d'autres espèces piaillent et l'on est bien en peine de distinguer quoi que ce soit. Le lieu peut contenir plus de 1000 cages. Beaucoup des oiseaux importés dans les années 30-50, quand ils sont relâchés dans la nature ou qu'ils s'échappent, entrent en compétition avec les espèces locales dans l'occupation d'un territoire abritant de moins en moins de forêts. En 75 ans, 65 espèces d'oiseaux se sont éteintes à Singapour. Faiza Zakaria nous explique que certaines espèces, comme le mina de Java, ont fini par supplanter des espèces endémiques, à l'instar du timide chama à croupion blanc. Migrant or indigenous, the advantage belonged to the birds whose breeding, feeding, and nesting habits adapted to an urban environment, a place where they were caged. They became the modern songbirds of a garden city. Migrants ou indigènes, l'avantage revint aux oiseaux dont les habitudes de reproduction, d'alimentation et de nidification étaient compatibles avec un environnement urbain, un lieu où ils étaient mis en cage. Ils sont ainsi devenus les oiseaux chanteurs modernes d'une ville-jardin. Que nous révèle, interroge l'universitaire, cette compétition entre espèces au sujet du paysage sociopolitique singapourien? Un battement d'aile, et nous voilà encore dans les Malay Sketches d'Alfian Saad, ode à la population autochtone malaise, désormais minoritaire. Mais parmi ces migrants, certains oiseaux sont mieux tolérés que d'autres. Le mina de Java est devenu, par exemple, une nuisance. On en tue régulièrement. Tandis que le garrulax à huppe blanche, au chant plus harmonieux, a été adopté. Comme pour les hommes, écrit Faiza Zakaria, certains migrants sont davantage intégrés à Singapour que d'autres. De quoi s'envoler entre les pages de Now You See Us de Balikor Jaswal, ou encore parmi les poèmes de Theophilus Quick, dédiés aux migrant workers. Je vous laisse poursuivre l'exploration de cet essai édifiant sur les créatures de Singapour. Vous y découvrirez également l'histoire du zoo et des anecdotes amusantes sur des évasions de panthères et d'orangs-outans. Dès la fin des années 60, les jardins zoologiques de Singapour font en effet partie du projet de construction nationale redessinant la carte physique et mentale de l'île, écrit Chu Ritchie dans le chapitre qu'il leur consacre. As their economic, cultural, and physical landscapes drastically transformed, the relationship between Singaporeans, animals, and nature also changed. Alors que l'environnement économique, culturel et physique est drastiquement modifié, les relations entre les Singapouriens, les animaux et la nature ont également évolué.
bien que d'autres lieux récréatifs, comme le Jurong Bird Park ou le Van Cleef Aquarium, aient permis à la population singapourienne d'explorer sa relation au vivant à travers l'exposition de la vie marine et aviaire, aucun poisson ni aucun oiseau n'a réussi à provoquer le même niveau de réaction émotionnelle que les panthères, les singes et les ours polaires des jardins zoologiques de Singapour. Ni aucune institution animalière n'a jamais été plus populaire. Je suis allée rendre visite à Timothy Barnard chez lui un mardi matin du mois d'octobre. À l'entrée de son condo, il y a un bassin avec des énormes poissons rouges. Cela me fait sourire car je me remémore son histoire de loutre, faisant des razzias de poissons dans les jardins et les condos au moment de la pandémie. La nature repoussait les limites de son propre confinement dans la ville-jardin. Me voici devant sa porte, loutrement joyeuse. C'est sa femme qui m'ouvre. Nous discutons d'abord toutes les deux. Elle veut absolument m'emmener un jour me promener avec sa mère de 86 ans, qui elle non plus ne peut pas marcher très longtemps. Je trouve cela à la fois très gentil et très drôle. Elle part justement déjeuner avec elle et me laisse en compagnie de son mari. I've lived in Singapore for 26 years. And as someone who has lived in Singapore that long, I became very interested in Singaporean society. Tim Barnard habite à Singapour depuis 26 ans. Il est américain et a résidé en Indonésie avant de s'établir ici. Vivre à Singapour depuis tant d'années l'a naturellement conduit à s'intéresser à la société singapourienne. Ses ouvrages, monographies et essais collectifs sont référencés dans le descriptif de cet épisode. L'histoire des plantes et des animaux nous renseigne sur l'histoire des hommes, me dit-il. La manière dont chacune de ces créatures est gouvernée nous éclaire sur la manière dont la société singapourienne est organisée. L'histoire de Singapour ne se résume pas aux grands hommes, à Raffles ou à Lee Kuan Yew, me fait-il en riant. On a vu que certains animaux étaient considérés comme singapouriens et d'autres non, qu'ils soient endémiques ou indigènes. Tim Barnard m'explique que c'est un legs de l'époque coloniale. La quasi-totale déforestation de l'île par les Britanniques au XIXe siècle a entraîné une simplification du paysage et la destruction de la biodiversité originelle de Singapour. They got rid of the diverse ecosystems and biodiversity of Singapore. But as important, they then chose, for the most part, the animals that were here. Dans ce contexte, les colons britanniques ont décidé quels animaux étaient désirables, comme les chevaux et les porcs par exemple, tandis que ceux dont on ne voulait pas, les rats, les serpents, les tigres, pour n'en citer que quelques-uns, étaient éliminés. Tim Barnard me reparle du mina, oiseau importé de Java, que l'on croise dans tous les hawker centers et qui est devenu avec le temps une créature typique, bien qu'indésirable, de Singapour. Le mina est un bon exemple d'une créature importée dans un but spécifique, me dit-il, mais qui finit par remplir un autre rôle. And that's an example of something that was brought in for one purpose, and then now it is transformed into another purpose. And I think that's even true for humans. They were brought in for certain reasons, and then their use or usefulness may shift and change, transform over time due to a number of factors. C'est la même chose avec les humains, m'explique-t-il. Leur rôle peut évoluer. Tim Barnard me donne l'exemple du coulis chinois famélique qui a servi sous l'Empire britannique qui devient chef de clan ou d'entreprise. Ou à l'inverse, celui du travailleur renvoyé dans son pays une fois son contrat terminé. Encore aujourd'hui, on vous fait venir dans un but précis, me fait-il remarquer. C'est aussi un héritage de l'Empire colonial. Vous êtes le bienvenu tant que vous êtes nécessaire. En préparant cet entretien, j'ai écouté le podcast Green Pulse du journal Straits Times, daté du 2 septembre 2025 et intitulé « How do we avoid human-animal clashes in Singapore ?» Comment éviter les conflits entre les hommes et les animaux à Singapour. Ils avaient invité des représentants de la CRES, la société de recherche et de sensibilisation aux problèmes liés aux animaux. Cette association singapourienne est connue pour sa lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Elle intervient également auprès des particuliers en cas d'intrusion d'animaux ou de spécimens blessés. En gros, on appelle la CRES quand on a un serpent chez soi.
Dans ce podcast, la Cresse regrette justement qu'on ne les sollicite que pour se débarrasser d'animaux indésirables. Alors que les serpents mangent les rats, par exemple. On devrait plutôt être content. La Cresse milite pour éduquer la population, repenser l'architecture des bâtiments à proximité des forêts et développer de l'empathie envers ces animaux que l'on a en quelque sorte virés de chez eux. Il regrette aussi que l'on continue de nourrir les singes. J'en parle à Tim Barnard. Et lui de me dire que la question du nourrissage des singes n'est pas aussi évidente qu'elle ne le laisse paraître. D'abord, on empiète sur leur espace. Ensuite, la végétation de Singapour n'est plus la végétation originale de l'île. Parmi les arbres qui ont été replantés, beaucoup sont originaires d'autres continents, notamment d'Amérique centrale. Or, les singes ne se nourrissent pas de ces fruits. And if they don't produce the right kinds of fruit, the monkeys will have periods of want. Periods of need when there's not enough food in the forest. À certaines périodes de l'année, les singes ont vraiment besoin de nourriture extérieure, me dit-il. Lui préconise non pas de les nourrir n'importe comment, mais peut-être de placer dans la forêt de la nourriture supplémentaire quand ils en ont besoin. Cela éviterait qu'ils aillent faire les poubelles des condos ou mettent à sac les cuisines des pavillons. Singapore is lovely. It has lots of green space. We have lots of wonderful wild animals. If you go for a walk on the nature trails, you will always see wild boar or monkeys or lizards. But the thing is, it's how much of that is human created. Singapour est une ville charmante, me dit Tim Barnard. Il faut être honnête. Il y a des parcs et des forêts dans lesquels on croise des animaux en liberté, des sangliers, des singes, des varans malais, des calaos. Mais cela reste un lieu créé et façonné par l'homme. Certaines créatures s'y plaisent, comme les loutres qui sont revenus à Singapour il y a une vingtaine d'années ou encore les calaos réintroduits il y a 10 ans. Ce sont des animaux endémiques qui avaient disparu. La population singapourienne les adore. D'ailleurs, si la loutre est devenue une icône nationale, c'est sans doute parce qu'on la rencontre dans la ville, m'explique-t-il. On est toujours content quand on voit un calao ou une loutre, mais on les voit parce que ce sont des animaux urbains. The Gardens by the Bay is the perfect modern botanic garden in Singapore because it has two huge air-conditioned domes. Il y a un deuxième jardin botanique à Singapour, me dit Tim Barnard. C'est Garden by the Bay. Les Singapouriens vont là où il y a de la clim. Or, Garden by the Bay a 2 immenses serres climatisées. Quand on arrive d'Europe, c'est d'ailleurs surprenant. Dans une serre, on s'attend plutôt à avoir chaud. Tim Barnard me raconte que statistiquement, les visiteurs des vieux jardins botaniques ont soit moins de 15 ans, soit plus de 40 ans. D'un côté, une institution coloniale ancienne, de l'autre, un jardin moderne et futuriste construit après l'indépendance. Au jardin botanique, les concerts de musique symphonique. Aux serres de Garden by the Bay, l'exposition Jurassic World. Mais les crocodiles, c'est tout de même incroyable de voir des crocodiles à Sungai Buloh, je lui dis. Si ça, ce n'est pas un animal sauvage. In a Singaporean respect, it is isolated. It is far away from where most of us live. Certes, mais Sungai Buloh est un endroit isolé, me répond Tim Barnard. Du point de vue des Singapouriens, c'est même une zone rurale reculée. Il faut vraiment avoir envie d'y aller. Sans voiture, c'est difficile d'accès et peu de taxis viennent vous rechercher. Pour lui, Sungai Buloh est plutôt une sorte de zoo. Yes, that's where you can see crocodiles. But traditionally, as Esmond argues in his chapter, they were found on almost any coastal area of Singapore because we had extensive mangroves around the edges of Singapore. A lot of that has gone, disappeared since the 1960s. Autrefois, on pouvait voir des crocodiles sur toute la côte, pas seulement à Sungai Buloh, me rappelle Tim Barnard. Seulement depuis les années 60, la mangrove a drastiquement reculé. Dans Singaporean Creatures, Esmond Chua signe un chapitre passionnant sur l'histoire culturelle des crocodiles à Singapour. Pendant longtemps, les hommes ont cohabité avec les crocodiles au quotidien. Ils étaient des sortes de monstres sacrés et fantasmés, jusqu'à ce qu'on en fasse des chaussures et des sacs à main. Dans les années 70, les fermes à crocodiles étaient même une attraction touristique majeure. Aujourd'hui, quand on voit un crocodile, ailleurs qu'à Sungai Buloh, on assiste à une sorte de transgression, comme si la nature défiait un pouvoir étatique hégémonique, écrit Esmond Chua. En général, on le capture et on le tue. Il y a alors des articles dans le Straits Times et des débats passionnés sur les réseaux sociaux. À la fin, peut-on considérer, comme je le suggérais en introduction, que Singapour est un zoo à ciel ouvert ? I would say we're in an open garden
that is curated, that is controlled, that is chosen by humans. C'est plutôt un jardin, me dit Tim Barnard. Un jardin ouvert, mais un jardin. Parce que tout à Singapour est fabriqué, approuvé, scénographié et contrôlé par les hommes. La nature, les animaux, les plantes, mais aussi le climat. Regardez comment on utilise la clim, me dit-il. Singapour n'a rien de sauvage. Ce serait contraire à son ethos. Singapore is not wild by any sense. Wild is contrary to the Singaporean ethos. Quel est votre endroit préféré à Singapour ? Je lui demande. Bingo, le morceau de forêt primaire conservé au milieu des jardins botaniques, me répond Tim Barnard. Là où l'écosystème est resté intact, là où se trouve le fameux figuier de Johor, si bien décrit par Darelli. Some kind of slightly exotic tropical bird. Et s'il était un animal endémique, quelle créature serait-il ? Puisqu'il est originaire des États-Unis et qu'il se sent encore ici exotique, Tim Barnard me répond qu'il serait un oiseau tropical. Un sunbird par exemple, Swimanga en français, ou bien Kalao. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme une créature singapourienne ? I think you are too. Absolument, vous aussi, moi aussi. N'importe quel être vivant qui réside à Singapour est une créature de Singapour. Vous lisez un peu de Singlit ? Je lui demande enfin. Quel est votre livre préféré ? Timothy Barnard me dit que Rachel Hang lui a demandé de relire The Great Reclamation avant sa publication. J'aurais dû le parier. Ses autres auteurs favoris sont Alfian Sa'at, pour ses poèmes et ses pièces de théâtre, et Ang Hee-ching, qu'il faut vraiment que j'invite dans ce podcast. Nous sommes une petite communauté, me dit Tim Barnard. À Singapour, il faut encore plus explorer la littérature, s'intéresser aux autres genres, aux poètes et aux dramaturges. J'inclus les historiens. Le prochain ouvrage sous la direction de Tim Barnard sera consacré aux plantes dans l'histoire de Singapour. Il devrait paraître en janvier 2027. Tim Barnard prépare aussi une monographie sur les histoires sous-jacentes à la grande histoire. On y apprendra notamment l'histoire de la création du MacRitchie Réservoir. D'ici là, lisez Singaporean Creators. Hey, no worries. Thank you. Let me get you the Imperial Creatures. Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Le visuel est signé Hélène Le Chatelier. Dans le prochain épisode, nous explorerons les liens familiaux à travers 2 romans. Pensez à vous abonner.